tous, à toutes. Merci surtout aux organisateurs de faire l'opportunité de ces tours de charge de les actualités dans la sclérodermie. Donc, j'espère ne pas être trop indigeste en postprandial. On va tester ça. J'ai pas de conflit d'intérêt spécifiquement pour la pour le diapo. Donc, forcément, je risque d'en décevoir certains parce qu'il y a forcément des choix. L'actualité de la sclérodermie en 30 minutes, on ne peut pas faire une overview complète. Donc, désolé par avance si certains ne retrouvent pas des papiers qu'ils auraient voulu discuter. Voilà, je garde la place pour les discussions. Mais voilà le plan que je vous propose sur la petite demi-heure qui vient. Donc, Physiopathe, je ferai assez court. Il y a plein de trucs qui ont été mis, mais je voulais juste faire un petit focus sur le rôle des plaquettes, qui, vous connaissez, a un rôle grandissant au fil des dernières années. En fait, il y a une hyperactivation plaquettaire sur différents mécanismes. Peut-être que vous les connaissez. Il y a une hyperactivation, il y a une endotéliopathie, il y a un excès d'exposition du collagène en sous-endothélial qui va être reconnu de façon anormale et exagérée par les plaquettes. Ça va concourir à leur hyperactivation. On a aussi un défaut de clairance des plaquettes hyperactivées par les neutrophiles. Donc, tout ça va concourir à un effet proactivé des plaquettes. Elles ont aussi un rôle pathogène du fait de la sécrétion de marqueurs inflammatoires, mais aussi probablement profibrotiques. Et puis, de façon plus indirecte, elles vont aussi hyperactiver les neutrophiles avec un recrutement in situ qui va participer à l'endotéliopathie. Il y aura un excès de nétose avec du coup le rôle de la thromboinflammation. Donc voilà, on voit que, je ne vais pas aller plus loin, mais on voit que le rôle des plaquettes quand même est au centre du trépied physiopathologique, que ce soit de la vasculopathie, que ce soit de la fibrose et probablement aussi de la thromboinflammation. Donc là, on pourra discuter des essais, notamment, c'est vrai que c'était un peu décevant sur le clopidogrel, mais je ne sais pas votre expérience, mais on a quand même l'impression que l'aspirine améliore notamment quand même la vasculopathie. Les patients qui ont un rénaux sévère, le peu que je l'emploie, ça a l'air d'être plutôt efficace. Donc, essai thérapeutique peut-être un peu décevant, mais un gros rationnel physiopathe. Je passe. Alors, juste un petit focus, il faut que je sois très partial, vous vous doutez bien, mais on connaît tous ces immune checkpoints. Il y a aussi des points de contrôle solubles, dont les rôles sont un peu débattus. Il y en a qui renforcent le côté inhibiteur, d'autres qui vont au contraire bloquer le récepteur inhibiteur. Donc, il y a aussi des points de contrôle solubles dans différentes pathologies, dont la sclérodermie. Et je vous montre juste ce papier, je mets des trucs assez récents. Là, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de marqueurs solubles de points de contrôle qui sont, voire même mieux corrélés que les cytokines pro-inflammatoires classiques sur la sévérité d'organes, notamment pulmonaires et cutanés. Et en plus, quand on suit la cinétique de ces marqueurs solubles sous immunosuppresseurs, clairement, chez les patients bons répondeurs, ils sont effondrés sous immunosuppresseurs. Donc, probablement un marqueur, peut-être, de sévérité d'organes et potentiellement, à terme, un marqueur de bonne réponse au traitement. Et puis, de façon plus intéressante, si on focus sur le soluble PD-1, il y a, quand on le bloque dans les modèles in vitro, il y a une réduction de la production de collagène et de fibronectine. Et dans le modèle murin que vous connaissez avec la bléomycine, il y a aussi une réduction de la production de collagène in situ et d'activation fibroblastique et myofibroblastique. Donc, peut-être, à terme, une cible thérapeutique éventuelle à venir. Voilà, ça me paraissait intéressant, je ne connaissais pas, moi, perso. Alors, de façon, autre chose un peu plus légère sur la physiopathe, vous connaissez tous ces formes très limitées de la sclérodermie, soit avec les critères de 2001, soit les VEDOS, avec les critères VEDOS. Et le nerf de la guerre, c'est un peu de voir ces patients le plus tôt possible pour essayer d'identifier, on ne peut pas le faire encore vraiment à l'heure actuelle, lequel patient va progresser vers une forme définie, on va dire, avec une atteinte d'organes de sclérodermie. Alors, on sait que le fait d'avoir des anticorps antinucléaires, le fait d'avoir des doigts boudinés, confère, quand on a un rénaux, un risque plus important de développer une sclérodermie systémique. Donc, je ne vous rappelle pas ça, mais il y a plein de marqueurs, de biomarqueurs qui sont sortis. Il y a une revue récente, je vous invite à lire, qui fait une petite synthèse de tous ces biomarqueurs. Et peut-être qu'un jour, on pourra, à l'échelle individuelle, encore une fois, je fais actualité, mais aussi perspective, identifier certains patients qu'on voit au stade très précoce et dire tel patient est à risque de progresser, tel patient est beaucoup moins à risque de progresser. Et peut-être éventuellement des cibles, une fenêtre d'opportunité thérapeutique un jour pour ces patients VEDOS, qui n'est encore pas fait pour le moment. Oui.
Juste pour finir sur, on va dire, physiopathe, généralité, quelques facteurs de risque d'atteinte viscérale, hein, qui refait la part belle à la capilléroscopie, hein. Vous avez vu passer, je prends le papier, l'étude de Sclérocap, qui remet quand même, qui réinsiste bien sur le fait d'avoir un stade tardif de Cutulot à la capilléroscopie, surtout s'il y a une phase finalement une durée assez courte de la maladie à un âge un peu plus élevé. Les trois combinés étaient prédictifs surtout d'une atteinte vasculaire, notamment l'HTAP et la PID, à 3 ans. Il y avait très peu de patients qui avaient effectivement une crise rénale sclérodermique, donc c'était surtout prédictif de ça. La capilléroscopie au diagnostic, vous savez, une valeur pronostique, probablement. Les événements cardiaques, les événements cardiovasculaires majeurs. Là aussi, on a vu le comorbidome tout à l'heure. Alors, je vous fais un résumé, hein, mais le fait d'avoir une raréfaction vasculaire, en fait, sortait en multivarié comme étant prédictif de faire des atteintes macrovasculaires à 5 ans. Le fait d'avoir un stade tardif aussi, et puis ils sont amusés, je peux dire ça comme ça, mais vous connaissez le score 2, hein, qu'on applique, qui est prédictif d'une mortalité à 10 ans. Donc, ils ont pris ce score 2 dans la population sclérodermique et ils ont ajouté le fait d'avoir les anomalies capilléroscopiques pour voir si on pouvait gagner en sensibilité ou en spécificité pour prédire la mortalité à 10 ans. Et on a l'impression, dans ce papier en tout cas, que le fait de faire le score 2 plus le paysage sclérodermique est un peu plus performant pour prédire la mortalité cardiovasculaire, on va dire, à 10 ans. Donc ça renforce l'intérêt quand même de l'atteinte microvasculaire au premier plan et probablement prédictive aussi d'une atteinte macro. Je finirai là-dessus. On connaît tous, hein, le score interféron dans le lupus, dans la dermatomyosite, les cibles thérapeutiques, etc. Quid de la scléro? Bien sûr que c'est étudié aussi. Et dans la forme cutanée, pas que je m'éloigne, dans la forme cutanée diffuse, je vous fais un résumé, mais effectivement, le fait d'avoir un score élevé, c'est corrélé à une mortalité plus importante, un déclin de la CFM12 et un phénotype plus sévère. Dans la cutanée limitée aussi, c'est l'étude des résultats de l'étude Minimise, vous avez peut-être vu passer, hein, pareil, c'est quasiment la même méthode, hein, quasiment pareil. Ceux qui ont un score interféron plus élevé, en fait, ils faisaient plus d'atteintes d'organes, enfin des atteintes d'organes plus rapides, comparativement à ceux qui avaient un score interféron bas. Donc, il y a probablement un lien, hein, il y a vraiment un rôle physiopathogénique, alors pas forcément pour tous les patients. Les événements ici, c'était tout événement de morbimortalité, donc c'est une ou plusieurs atteintes d'organes ou décès toute cause. C'est sûr que c'est un peu un melting pot de tout, mais voilà, l'impression qu'ils progressent plus vite, ces patients-là, même dans les formes cutanées limitées. Donc j'y reviendrai, hein, mais il y a l'étude DESI en cours, hein, pour, par exemple, la nifro dans la scléro. Voilà pour la scléro, pas tout à fait fini, pour la physiopathe, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus avec ça. Et puis après, voilà, j'ai fait le choix de faire un peu des focus sur les quelques types d'atteintes, en étant toujours très partial, vous doutez bien. Donc là, le digestif, vous savez que ça peut tout toucher, hein, de la bouche jusqu'à l'anus, donc ça peut tout toucher. C'était surtout pour vous montrer les interconnexions. Ça, c'est peut-être toujours un petit peu moins bien connu, on va pister les atteintes, mais beaucoup d'atteintes sont interconnectées. Le RGO est corrélé avec l'atteinte gastrique, etc. Donc, toujours penser à tout chercher et probablement que tout est interconnecté. Deuxième truc de cette diapo, c'est qu'on a longtemps pensé que c'était la fibrose, hein, qui était responsable de l'atteinte digestive. En fait, pas tant que ça. Plein de papiers qui sortent, hein, vous avez dû voir passer. C'est quand même de l'auto-immunité, notamment les anticorps antirécepteurs. Ah, j'arrive jamais à le dire. Anticorps antirécepteurs muscariniques de type 3, les antimitochondriques type 2. Il y a plein de récepteurs, plein d'auto-anticorps antirécepteurs qui sortent. Il y a de l'inflammation, de la vasculopathie. Et la fibrose, finalement, même dans les études autopsiques, il y en a pas, c'est pas au premier plan. Voilà. Donc c'est pas foutu. Ce que je veux vous dire aussi, il y a peut-être moyen à terme de pouvoir agir un peu plus efficacement sur ces atteintes. Voilà. Alors, prenez pas peur, hein, je ne vais pas vous détailler tout ça. Chaque fois, ça fait vomir quand on voit cette diapo. Mais il y a plusieurs papiers qui sont assez concordants sur le fait que, quand même, on l'a tous vu aussi en pratique, hein, qu'on a des profils digestifs différents. Il y en a qui vont jamais avoir l'atteinte digestive, ou alors qui va avoir une atteinte digestive très tardive et très progressive. Et puis, on a quand même des patients qui d'emblée ont une atteinte sévère, ou alors qui va s'aggraver très rapidement. Alors, toujours pareil, est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'atteinte digestive? C'est toujours un beau bordel, hein, selon les études, toujours pareil. Mais globalement, déjà, tout ça, c'est concordant, c'est corrélé à la mortalité pour différents mécanismes, hein, dénutrition, etc. Clairement, l'atteinte digestive sévère, ça tue plus, indirectement, souvent.
Je ne détaille pas tout, mais il y a des facteurs de risque identifiés dans certaines études. C'est là, en l'occurrence, c'est le fait d'être un mec. Ça, c'est assez concordant sur les différentes études. Les formes cutanées diffuses, ça aussi, c'est assez concordant. Et les atteintes d'organes associées, c'est variable. Là, c'est surtout le cœur et l'atteinte pulmonaire. Voilà. Mais on voit que le cœur, c'est aussi l'atteinte, elle est quand même corrélée à l'atteinte cardiaque tardive. Hein. Donc voilà, le cœur est un muscle aussi. Hein. Donc, il y a de la vasculopathie, de l'atteinte musculaire. Digestif et cœur, ça croise. Et au niveau des auto-anticorps, cette étude, c'est les antifibrillarines, certes. D'autres études montrent autre chose. Je vous les ai remis ici. Ça, c'est plus perso ce que je vois en pratique, mais on peut en discuter ensemble. C'est vrai que c'est les anticentromères. Vous savez que c'est corrélé avec le côté vasculaire de la pathologie, notamment l'HTAP, l'ulcération, le rénal. Et là, pas mal d'études qui montrent quand même probablement une atteinte digestive plus sévère. Ce qui est assez cohérent finalement si on se dit que la physiopathe implique beaucoup de vasculopathie au niveau digestif. Et puis un papier encore plus récent, il y a quelques semaines, hein, qui montrait que les antimitochondries spécifiquement étaient corrélées en multivarié à de la télangiectasie, notamment l'estomac pastel qui est télangiectasie. Donc voilà, c'est un beau bordel, hein, on a quand même l'impression, mais on s'oriente tout doucement sur des profils plus ou moins à risque quand même digestifs. Oui, je ne suis pas un gars très optimiste, donc ça reste assez le bordel quand même, je trouve. Bon. Plus pratico-pratique, ça, c'est vrai qu'on a tous des patients, on ne s'en sort pas avec le RGO, on fait IPP simple dose, double dose, alginate, anti-H2, ça ne marche pas, on ne comprend pas. Ben, avant d'incrémenter la thérapeutique, clairement, quelques papiers qui sortent, il faut pister les atteintes, notamment la gastroparésie, je vais y arriver, et la parésie digestive. Donc, si on traite la gastroparésie, ça a l'air d'améliorer en tout cas les patients qui ont un RGO sévère. Donc, pensez-y, hein, les interroger, gastroscopie, scintigraphie gastrique si besoin, le scanner abdo pour la POC, hein, la pseudo-obstruction intestinale chronique, avant d'incrémenter les triples doses d'IPP qui vont finalement pas marcher. Voilà, ça c'est plus pratico-pratique. Hein, dans les actualités, je passerai vite, ça saoule, dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui... Ouais, mais je suis toujours déçu. Ouais, alors, on a toujours dit, ouais, c'est de la fibro, ça marche pas, c'est chiant, faut pas en mettre. Bah, ça dépend, il y a des cas cliniques, des séries de cas qui montrent quand même une amélioration subjective, parce que c'est des auto-questionnaires. J'ai pas trouvé d'études qui, objectivement, sous immunosuppresseurs, montrent que ça marche. C'est difficile hein, de le montrer de façon objective. Mais en tout cas, vu qu'il y a de la vasculopathie de l'auto-immunité, ça paraît pas déconnant que dans un sous-type de patient, réfractaires au traitement symptomatique ou sévère, on leur propose éventuellement des IVIG. Si, par exemple, pour les pseudo-obstructions intestinales chroniques ou des gastroparésies, pourquoi pas? Si on est en échec des prokinétiques qui se dénutrissent, IVIG, pour première intention, pourquoi pas? Éventuellement des immunosuppresseurs, des fois ça peut marcher. Pour dire que ce n'est pas à jeter complètement les immunomodulateurs dans l'atteinte digestive. Enfin, c'est vrai que souvent, on entend, oh, c'est digestif, c'est de la fibrose, on ne peut rien y faire. Bah, si. Et puis, vous avez dû voir passer, hein, je crois assez à la transplantation fécale. On sait que c'est à la mode, mais il y a quand même une dysbiose extrêmement précoce dans la sclérodermie systémique. Hein. Vous avez peut-être voir dans le VEDOS, c'est déjà très, très altéré. C'est pro-inflammatoire. Donc, il y a des études, il y a des résultats assez intéressants initiaux sur l'efficacité de la transplantation fécale sur les différentes échelles et sur l'ensemble des troubles digestifs. Mais malheureusement, hein, voilà, l'étude RESCUE était négative sur le critère de jugement principal. Comme vous le voyez ici, après, je pense qu'il faut d'autres études, soit pour confirmer que ça ne marche pas, soit pour essayer de montrer le contraire. Mais je reste assez persuadé qu'on peut quand même au moins les améliorer, j'espère, au moins une partie des patients avec de la transplantation fécale. Voilà, un peu déçu, mais à suivre. Ouais, je vais arrêter parce que le digestif, vous avez bien compris que j'aime bien. Hein, mais voilà, je laisser un petit peu de place à l'atteinte cardiaque primitive parce que c'est un peu le parent pauvre hein, de cette pathologie aussi. C'est pas simple, l'atteinte cardiaque primitive. Il y a des définitions quand même assez précises. Hein. On parle souvent un peu à tort, je pense, d'atteinte cardiaque primitive. Il faut éliminer bien sûr tout ce qui est ischémique, valvulaire, rythmique, qui n'est pas forcément lié à la sclérodermie. Hein. Pas oublier que des fois, ces patients qui ont 70 ans sont aussi comorbides. Voilà. Donc, tout petit focus là-dessus, j'irai beaucoup plus vite sur l'HTAP. Donc, je ne vous rappelle pas le trépied physiopathologique, hein, tout pareil, ischémie, vasculopathie, fibrose et inflammation. Mais juste, c'est ce qui est en rouge. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a cet aspect de vasospasme intermittent microcirculatoire.
Donc, ça fait du stress oxydatif, ça fait de l'inflammation, ça peut créer de la fibrose. Tout ça participe à la physiopathologie microvasculaire. Donc, vous voyez venir, hein, c'est vrai qu'on a envie de se dire que tout patient sclérodermique devrait avoir au moins un vasodilatateur, notamment type nifedipine, ne serait-ce que pour le rénal. Et peut-être que les hypercalciques ont un rôle quand même microcirculatoire sur le cœur. Ça se discute, mais il y a quand même voilà, ce rôle de stress oxydatif à ischémie-reperfusion, alarmine, vasculopathie, et qui participe à tout ça. Vous aurez les diapos. Alors, sur pareil, sur plein d'écarts de risque de faire l'atteinte cardiaque, blablabla. Oui, c'est toujours compliqué à interpréter, mais je vous ai mis un petit résumé des trucs très récents. Globalement, on retombe quand même sur le côté vasculaire, hein, la télangiectasie, le fait d'avoir, bon, étagé, oui, c'est des multivariés, mais ça doit croiser quand même un peu. Les anti-SL70, certes, mais probablement quand même les anti-RNA Pol 3, qui seraient probablement le plus associé, on va dire, si on peut parler comme ça, au risque de développer une atteinte cardiaque primitive de la sclérose. Donc faites gaffe, hein, après on pourra discuter, est-ce qu'il faut faire des IRM à tout le monde? Non, mais peut-être s'il y a des anti-RN Pol 3, ça se discute, vous voyez ce que je veux vous dire. OK? Oh, j'aille trop vite. Alors ça, j'insiste un peu, parce que c'est les cardiologues dans la salle, non? Je peux dire ce que je veux, c'est bon? Parfait. Non, c'est que c'est toujours difficile. Parce que moi, je me bats pour que ce soit des cardiologues sensibilisés, notamment à l'HTAP, à la dysfonction d'AS. Ils savent tous faire, c'est pas le souci. Mais c'est juste qu'on n'a jamais des comptes rendus cohérents en fonction de qui le fait. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, c'est vrai que sur mes demandes, moi, je demande tout le temps à ce qu'on cherche spécifiquement la dysfonction diastolique, on cherche l'altération du strain longitudinal du VG, mais pas que l'hypertension pulmonaire. La dysfonction diastolique, c'est pas si compliqué à chercher en écho, ça prend un petit peu de temps, on est d'accord, mais c'est fréquent en sclérodermie, c'est plus d'un tiers des cas, ça augmente avec la durée d'évolution de la maladie et c'est corrélé à la mortalité de la dysfonction diastolique. Donc, c'est pas déconnant de le chercher, hein, c'est même beaucoup plus fréquent que l'insuffisance systolique, vous le savez. Donc, il faut le chercher. Voilà. Donc, si ça apparaît pas clairement dans les comptes rendus, moi, ça me gonfle un peu de chercher le EE ratio, le machin dans les comptes rendus, là. J'aimerais que ça soit écrit clairement. Voilà. Pas non plus trop demandé. Parce qu'il y a un intérêt pronostique, il y a un intérêt thérapeutique. Hein. Vous savez que les glyphosines, il y a la place dans l'insuffisance cardiaque, FEG préservé aussi, et aussi dans la sclérodermie. Il y a quelques études qui montrent quand même des résultats intéressants des glyphosines dans la dysfonction diastolique. Ça diminue la mortalité toute cause, les AVC, les hospitalisations aussi. Alors, c'est un peu moins franc pour les événements macrovasculaires, mais clairement, il faut le chercher. Si on ne la cherche pas, on ne le trouvera pas. Hein. On trouve que ce qu'on cherche. Ouais, j'insiste surtout pour les plus jeunes. Je crois que la jeunesse, c'est cool. Mais pistez bien, demandez bien la dysfonction diastolique. Faites des réunions avec vos cardiologues, sensibilisez bien à cette pathologie-là. Tous les cardiologues ne sont pas forcément toujours bien sensibilisés à cette pathologie qu'est la sclérose. C'est quand même un peu particulier, je trouve, sur le côté diastolique. Peut-être que j'exagère, mais... OK. Ça, vous avez dû voir passer. Hein. C'est à la mode, mais c'est très bien. C'est le TEP-FAPI. Hein, c'est à la mode en oncologie parce que le FAP, la protéine FAP, elle est impliquée pour l'activation fibroblastique, myofibroblastique, mais aussi dans la carcinogénèse, la dispersion métastatique. Donc, c'est intéressant. Ça se développe beaucoup en onco, mais aussi du coup dans les maladies fibroblastiques, parce que ça permet de différencier, en gros, je vous la fais très schématique, hein, un fibroblaste, une fibrose active d'une fibrose finalement séquelaire, non inflammatoire. Ce qu'on ne peut pas vraiment différencier finalement au scanner et à l'IRM. Hein. Ça vous dit il y a de la fibrose, bisous. Je ne vais pas vous dire c'est autre chose, quoi. Donc, il y a des études pilotes dans le FAPI cardiaque qui montrent que c'est bien corrélé à l'activité, notamment aux lésions cardiaques, notamment inflammatoires, et que c'est plus sensible que l'IRM pour le suivi sous traitement. C'est bien sûr pas démocratisé encore, hein, ça reste du domaine de la recherche, mais probablement un intérêt. Et puis c'est renforcé par les résultats d'une étude récente qui montre la même chose, plutôt à suivre. Je finirai sur les thérapeutiques. Bon, je vais faire court, hein, n'ayez pas peur. Probablement que tous les patients ont une atteinte microvasculaire, hein, clairement. Donc je reviens sur ce fait-là que, ne serait-ce que pour le rénal, j'ai l'inhibiteur calcique assez facile. Voilà. C'est sûr que c'est une balance bénéfice-risque, hein, mais probablement qu'à cet effet va encore une fois de vasospasme cardiaque. Donc, voilà.
des vasodilatateurs probablement qui ont un rôle pas que pour le réno. Et puis, il y a une étude récente, une étude de registre français sur plus de 1000 patients, qui a montré que le sildenafil, comparativement aux ARA2, aux IEC et aux Bosantan, était le seul à améliorer la dysfonction diastolique. Bon, il faut d'autres études pour le confirmer, c'est du rétrospectif, mais voilà, en tout cas, un vasodilatateur, inhibiteur calciquant 1, parce que ça a la MM, et en deuxième intention, pour le réno, c'est vrai qu'on va assez facilement s'élever aux IPDE5. Il peut aussi potentiellement aussi un rôle sur l'atteinte cardiaque, du coup, préventive. Voilà. On ne met pas à visée probabiliste, hein, vous avez bien compris. Hein. Si un réno, c'est encore plus facilement justifiable. Voilà ce que je veux dire. C'est pas dire ce que j'ai pas dit. La myocardite, je vais faire court. C'est chiant parce qu'il n'y a pas grand-chose, pas de grosse évidence-based médecine. Cortico, oui, à la phase très aiguë. Pas des doses de cheval, hein, sauf si pronostic vital. Mais voilà, la corticothérapie et puis surtout un immunosuppresseur. Alors, dans la littérature, c'est plutôt MMF, mais après, ça se discute. Si vous avez, par exemple, une PID très inflammatoire, pourquoi pas corticotocine? Et si c'est la peau qui progresse et une PID, pourquoi pas corticoritux? On peut en discuter des heures. Hein. Mais il y a de la place pour les immunosuppresseurs dans la myocardite. Hein. Dès qu'il y a de l'inflammation, on traite. Le risque, c'est troubles du rythme, troubles de conduction, mort subite. Puis après, évolution aussi vers la fibrose s'il s'en sort. Donc, il faut le bloquer rapidos. Et je finis juste sur la fibrose. On a tous vu passer des résultats d'une IRM cardiaque d'un patient sclérodermie en disant la fibrose interstitielle diffuse. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien, j'en sais rien. Quelle bonne question, j'en sais rien en fait. Quand il y a de la fibrose interstitielle isolée, je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. S'il n'y a pas d'œdème, à l'heure actuelle, il n'y a pas de justification en 2026, à ce jour, on peut en discuter, hein, pour vraiment. Il n'y a pas de place pour les immunosuppresseurs, ça c'est quasi certain, s'il n'y a pas d'œdème. Mais la place des antifibrosants isolés, pour le moment, non, malgré qu'il y ait des études IRM intéressantes. Hein, le fait de mettre du nintédanib, ils sont amusés à regarder, ça améliore les paramètres IRM de fibrose. Et on sait que, notamment, l'élévation du T1 natif, le volume extracellulaire, la prise de GADO tardif, qui sont des marqueurs de fibrose, hein, c'est corrélé à la mortalité. Donc finalement, indirectement, c'est très indirect, hein, ce que je dis, c'est peut-être effectivement que mettre des antifibrosants à terme sur de la fibrose interstitielle pourrait, j'en sais rien, peut-être diminuer effectivement la mortalité, mais pour le moment, il n'y a aucune justification. Donc quand on a une élévation du T1 natif ou de la fibrose isolée interstitielle, à l'heure actuelle, c'est du traitement de support, hein, l'IEC, la glyphosine, mais pour le moment, sauf erreur, hein, pas de place pour les antifibrosants et les immunosuppresseurs, mais à suivre. Voilà. L'HTAP, je vais aller vite. Oui, ça fait un peu catalogue, hein. Je ne suis pas désolé, mais je fais des choix. L'HTAP, je vais faire vite, c'est juste pour vous connaissez toute la nouvelle définition. Hein, on a abaissé à 20 mm de mercure pour la PAPM, les résistances vasculaires à 2. C'est bien, sauf qu'il y a de plus en plus du coup d'HTAP légères, hein, entre 21 et 24, dont on ne sait pas quoi foutre. Alors, ils ont une HTAP, mais c'est l'HTAP légère. Et puis, les algorithmes décisionnels, que je n'aurai pas le temps de détailler ici, hein, qui disent, voilà, ils étaient très bien pour la sclérodermie avant, mais finalement, la performance avec les nouveaux critères hein, montre bien que c'est un peu moins bien. Donc, c'est juste pour réinsister sur quand vous dépistez une HTAP, une hypertension pulmonaire, on va dire, c'est pas un seul algorithme hein, dans la sclérodermie, hein, c'est plusieurs facteurs, on va dire. Le mot-clé, c'est les coqueurs seuls ne suffit pas. J'entends trop souvent, des fois les internes me dire c'est bon, l'ITV max, elle est à 2,6, on est tranquille. Non, pas forcément. Il y a d'autres paramètres échographiques déjà à regarder. Il faut regarder la DLCO, il faut regarder le NT-proBNP, le test de marche de 6 minutes, et rediscuter avec vos cardiologues, dire OK, tu l'as classé en probabilité faible, mais comment on explique le NT-proBNP, comment on explique les discrets d'œdème des membranes, pourquoi il désature au test de marche, pourquoi la DLCO elle est basse. Ah oui, je sais pas, oui, non, on va peut-être pousser jusqu'au KT en fait. Donc voilà, juste faites gaffe à l'ITV max rassurante, hein, pas normal. C'est pas si simple, un scléro. Je ne vais pas détailler plus, je n'ai pas le temps. Je vous ai mis ça, c'est sorti il y a très très peu de temps, ces dernières recommandations, enfin les mises à jour, on va dire, de la prise en charge thérapeutique spécifiquement de l'HTAP dans la scléro. Je vous ai mis la ref. Hein. Donc on les classe en comorbidité ou pas de comorbidité. Donc quand il y a zéro comorbidité, on voit bien quand même que quand c'est une HTAP légère, on ne sait pas trop quoi en foutre. On dit ouais, on les traite pas, on ne sait pas en fait, il faut en discuter en RCP.
Ce n'est pas systématique, une PAPM à 22 on traite, ce n'est pas systématique. Et puis après, vous les classez en haut risque, bas risque ou de mortalité à 1 an avec encore, on pourra en reparler, la 3 strates. Et puis, vous mettez un traitement, c'est trithérapie s'ils sont à haut risque de mortalité, sinon c'est embrisantant tadalafil. Voilà. Puis vous réévaluez régulièrement avec la 4 strates pour le moment. Je n'ai pas le temps d'en détailler, mais ça, c'est plus ce qu'on a comme patients. C'est ces patients qui ont d'autres comorbidités. Ils ont 75 ans, ils ont des fois, donc, ils ont une HTP du groupe 2. C'est compliqué. Hein, donc, on met des diurétiques, on améliore la fonction cardiaque. Et si on doit les traiter, c'est plutôt de la monothérapie souvent, hein, IPDE5 par exemple. La maladie véno-occlusive aussi, faites gaffe, hein, ça va risque d'aggraver l'hypoxémie, les vasodilatateurs. Donc souvent, on ne les traite pas, diurétiques, et si besoin, monothérapie. Et puis, vous savez, il y a aussi le groupe 3 avec les PID qui donnent de l'HTP. Donc souvent, il y a du groupe 1 plus du groupe 3, et les vasodilatateurs, ça majore l'hypoxémie. Donc c'est le traitement de la PID. Et si malgré ça, on s'en sort pas, les prosthénie inhalée ou la monothérapie. Donc ouais, l'HTP, c'est pas simple. On n'est pas toujours tous d'accord. On a beaucoup de patients comorbides. Donc la bithérapie, certes, mais pas pour tout le monde. Clairement pas. Voilà. Petit mot pour finir sur la PID, ce sera plus de la discussion et de l'ouverture. C'est pareil, on peut en parler des heures. Alors ça m'a rassuré cette étude, je ne sais pas vous, mais des discussions qu'on a toujours en DMD fibrose, on se dit putain, mais ce qu'on voit au scanner, est-ce que c'est la même chose finalement? Est-ce qu'on parle de PID cellulaire, de PID fibrotique, hein, est-ce que finalement dans la fibrose, est-ce qu'il n'y a pas du cellulaire? Inversement, dans le cellulaire, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fibrose? Finalement, comme dans la PR, mais encore une fois, je ne vois jamais PR, donc sous réserve d'information, que c'est plutôt bien corrélé. Hein. Ce qu'on voit au scanner, finalement, si on biopsie, c'est globalement bien corrélé. Ce qui n'est pas le cas dans les PID de myopathie inflammatoire. Faites gaffe quand même à ça. Hein. Donc c'est plutôt rassurant. On peut se fier au scanner, on va dire. Je ne vous redétaille pas les critères de progression, vous avez dû les voir, mais je réinsiste juste que vu l'hétérogénéité de la progression de la de la PID, pardon, de la scléro, hein, vous savez, il y en a qui progressent secondairement, il y en a qui progresseront jamais, il y en a qui font une poussée puis après ils ne progressent plus. Et puis pour capter ces progresseurs tardifs ou secondaires, on a enlevé la limite de temps. Donc c'est les critères de FPI sans limite de temps. Donc avant on faisait 12 mois, là même s'il progresse à 24 mois, on compte comme progresseur. Peut-être pas plus. Pareil, toujours le même fil, mais les facteurs de risque. Autant les facteurs de risque de développer une PID à peu près consensuelle, on va dire c'est la forme cutanée diffuse, des anti-SL70, autant les facteurs de risque de progression, oui, c'est un tout petit peu moins clair quand même, surtout à l'échelle individuelle. On est incapable en 2026 de dire tel patient va progresser, des études de cohorte. Ça, vous le savez. Hein. Attention, faites gaffe, à l'échelle individuelle, c'est pas sûr. Donc, il y a la forme précoce, la forme cutanée diffuse. Là aussi, on retombe sur les SL70. Vous avez une PID SL70, elle est plus à risque de progresser. Il y a aussi l'inflammation. L'inflammation et, on ne le dira jamais assez, le reflux. Le reflux. Tout patient qui a une PID devrait avoir un IPP, même si le reflux est quasi asymptomatique. De toute façon, sur le scanner, je dis ça aussi pour les plus jeunes, regardez toujours l'œsophage. Des fois, le radiologue ne le décrit pas. Hein. Il y a une magnifique PID, il est content, mais par contre, il y a une énorme dilatation œsophagienne qui n'est pas du tout décrite dans le compte-rendu. Donc, regardez toujours l'œsophage. Dilatation du tiers œsophage, il a forcément un reflux. Même s'il est asymptomatique, et surtout quand ils sont couchés, forcément, les microgouttelettes, elles remontent, et ça aggrave la progression de la PID. Faites bien gaffe à ça. Et puis voilà, bien sûr, il y a des critères sévérité de la CVF de base, l'extension de la fibrose au scanner, plus de 20%, c'est des critères de progression. Et puis ça, c'est encore un peu du domaine de la recherche, mais il y a plein de biomarqueurs à suivre qui seraient probablement intéressants pour, encore une fois, le but, c'est de classifier tel patient à l'échelle individuelle. Hein, un jour, tel patient, il a une PID, il est à risque de progresser, celui-là, non. Voilà, pour le moment, on ne peut pas le faire. Le KL6 a l'air quand même assez intéressant, encore un papier qui est sorti là, il y a 48 heures, qui a l'air pas mal. Voilà, bientôt fini. Ça, je ne vais pas le détailler parce que c'est de la lecture, hein, on ne peut pas trop discuter là-dessus, mais ça a été remis, ça y est, les critères ACR, les critères EULAR, il y a eu aussi les critères français, il y a eu des recommandations britanniques. En moment, il y a 5 recommandations en même temps, c'est un peu le boxon. Globalement, finalement, on est à peu près d'accord, un peu moins avec l'ACR, mais ce n'est pas les mêmes patients, ce n'est pas le même système de santé. Donc, faisons simple, faisons quelque chose de simple, d'un truc compliqué. Quand vous avez une PID, il
faut classer votre patient à haut risque, bas risque de progression, avec toutes les réserves que je vous ai dit juste avant. Et après, ça dépend de la durée d'évolution de votre PID. Si c'est très récent et qu'il est à haut risque, bah là, par contre, la surveillance, c'est tous les 3 à 6 mois EFR, le scanner tous les ans. Voilà. Et puis après, on essaye d'élargir un petit peu la surveillance. Et puis, si votre patient est à bas risque, le scanner, on le refait juste à 2 ans et on surveille. Voilà. Okay, donc, essayez de les classer le mieux possible pour voir pour la surveillance. Mais vous voyez que c'est de la recommandation conditionnelle. Hein. C'est pas. Voilà, on fait à peu près tous pareil. Mais... Et puis, les traitements, je passerai rapidement. C'est les dernières recommandations. Européennes, pardon. Faisons simple. Globalement, on est assez tous d'accord que quand il y a une PID, on va dire le MMF en première intention, c'est ce qui ressort le plus souvent. Idéalement 3 grammes, hein, vous savez, hein, quand il le tolère, monter à 3 grammes. Si on réévalue, s'il continue de progresser, on peut rajouter par exemple du Ritux ou du Tossi, ça dépend les autres atteintes. Le Tossi en monothérapie, c'est une niche hein, par contre. Hein, c'est quand même les formes précoces, les mecs inflammatoires et SL70. Okay, mais voilà, Ritux MMF, pourquoi pas, surtout s'il y a la peau qui progresse, ou Ritux, ou MMF Tossi s'ils sont plutôt inflammatoires avec une atteinte articulaire. S'ils progressent sur un mode fibrotique, là, il y a la place pour le nintédanib. On pourra en discuter, mais je ne sais pas s'il y en a qui mettent du nintédanib en monothérapie. À part une pique, je ne vois pas trop. Voilà. Et puis ensuite, il n'y a pas de place pour la double biothérapie à ce jour. Sauf, voilà. Et puis, le quid de la corticothérapie, c'est un long débat, hein, mais globalement, probablement au tout début, des faibles doses, hein, 5, 10, grand max 15 mg pour jouer peut-être sur la phase cellulaire, dans l'attente de l'efficacité pleine de l'immunosuppresseur. Puis ensuite, on essaie de les sevrer rapidos ou de laisser un petit fond de 5. Mais normalement, il n'y a pas de place pour la corticothérapie au long cours dans la PID de scléro, ce qui n'est pas le cas pour les autres PID. Hein, attention, hein, des autres connectivites. Hein. Voilà. Vous relirez, on pourra en discuter. On n'est jamais tous d'accord là-dessus, sauf pour le MMF. Voilà. Et puis voilà, je passe rapidement, mais le FAPI a montré aussi un intérêt grandissant dans l'atteinte pulmonaire. C'est prédictif dès la réponse. Ça vous permet de différencier de la fibrose active, de la fibrose qui risque de progresser. Voilà. Ça permet de distinguer les progresseurs des non-progresseurs. Voilà. Et il y a un PHRC en cours hein, aussi sur la PID FAPI dans la PID des scléros. Voilà. Donc à suivre. Intéressant. Je ne pouvais pas finir sans vous parler rapidos des thérapies cellulaires en 3 minutes. Il y a 2 types, hein, je ne vais pas détailler, cellules souches hématopoïétiques, autogreffe, et l'allogreffe de cellules souches mésenchymateuses. Je ne vais pas vous le détailler, je n'ai pas le temps, ce n'est pas une actualité franche, mais juste, il y a eu une mise à jour des recommandations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat pour ou contre la greffe, hein, l'affaire de clocher, mais il y a une fenêtre d'opportunité, clairement. C'est pour des patients qui progressent vite, qui sont sévères ou en réfractaire. Et pourquoi je dis fenêtre? Parce que si on attend trop, parce que le bilan pré-greffe, il est assez long hein, quand même. C'est plusieurs semaines hein, quand même, le temps de faire tous les examens. Si on attend trop, il va être trop tard. En fait, il va être trop sévère, le patient, il sera plus éligible à l'autogreffe de cellules souches. Donc voilà. Et juste un dernier truc, c'est que c'est pas que les atteintes cutanées qui flambent. Hein. C'est aussi des PID qui poussent réfractaires. Donc j'entends encore des fois, bah, l'autogreffe, c'est que pour les scléroses avec un rendement à 50. Ah non, non, c'est aussi pour des PID qui poussent. Hein. Donc voilà, pensez-y à y penser. Enfin, faut le référer assez tôt en RCP, faire le bilan. C'est une fenêtre d'opportunité. Voilà. Et puis, bien sûr, hein, les carticelles, vous savez, hein, il y a 2 gros papiers qui sont montrés. Ça marche bien dans plein de maladies. C'est le seul traitement, comme dans un peu l'autogreffe, mais qui marche sur l'ensemble des symptômes, enfin des manifestations, on va dire, de la scléro, avec un profil de tox finalement qui est assez acceptable. Hein. C'est pas ce qu'on voit en onco, mais en même temps, c'est pas la même dose de carticelle qu'on injecte non plus. On voit pas hein, ces orages cytokiniques, enfin moindres, et ces atteintes neuro rapidement progressives. Voilà. Mais bien sûr, ça reste un domaine de niche, des patients très sélectionnés, ça coûte encore cher, c'est des essais thérapeutiques. Voilà. Mais à suivre, vraiment. Voilà. Et ça, c'est juste pour finir. Hein. On ne peut pas développer des thérapeutiques sans connaître la physiopathe. Elle est complexe, il y a le trépied physiopathe. Donc, il y a plein de thérapeutiques, donc c'est du phase 1, phase 2, hein, je ne vais pas les détailler, mais il y en aura peu qui passeront en phase 3. Hein, on espère qu'il y en aura beaucoup, mais voilà. La place pour les vasodilatateurs, clairement. Pourquoi pas aussi cibler des macrophages? Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi la différenciation en macrophages de type 2 profibrosant, donc potentiellement une cible thérapeutique. Je vous ai parlé de l'étude d'ESI hein, sur l'anifro dans la sclérodermie. Il y a plein d'études qui vont cibler le T. Il y a plein d'études, dont il y a Ianalumab qui ont ciblé le B. Pourquoi pas aussi bloquer la production d'auto-anticorps? Mon seul, j'y crois moyen.
Et puis, des études pour des antifibrosants aussi. Donc, il faut de la combothérapie. Enfin, je sais pas, on pourra en discuter, mais je ne vois pas comment on peut bloquer ou faire régresser une pathologie, je ne parle pas des thérapies cellulaires, en bloquant une seule voie physiopathe. De toute façon, on voit les patients, ils sont déjà au stade fibrotique ou inflammatoire. C'est rare qu'on les voit au stade très, très précoce. Et de toute façon, il n'y a pas à ce jour de thérapeutique justifiable dans la forme VEDOS. Donc voilà, je pense que la combithérapie, on y vient de plus en plus, comme dans le lupus. OK? Bon, j'arrête de vous saouler. Donc, le VEDOS, potentiellement un jour, une fenêtre d'opportunité thérapeutique chez des patients très à risque de progresser. Pour le moment, on cherche encore des facteurs prédictifs. Le digestif, la fibrose, vous la mettez un peu de côté, mais il y a vraiment de la vasculopathie, de l'auto-immunité. Et pensez à la gastroparésie et à la POAC quand vous avez un RGO réfractaire. Voilà. Le cardiaque, les vasodilatateurs probablement, ne serait-ce que pour le rénal. La dysfonction diastolique, je pense que j'ai été assez lourd sur ça. Hein. Les ARN pôle 3, faites gaffe. Faites gaffe aux anti-ARN pôle 3. J'ai tendance à faire une IRM cardiaque assez systématiquement sur les ARN pôle 3. Et pour le moment, pas de place pour le traitement d'une fibrose interstitielle diffuse isolée, sans œdème. L'HTAP, c'est le problème des HTAP légères, on ne sait pas trop quoi en foutre. Et faites gaffe, le TT ne suffit pas. Lapide, on n'attend plus pour qu'il progresse pour traiter. Je pense que c'est clair, j'espère pour les plus jeunes aussi. S'il y a des facteurs de risque de progression, théoriquement, il faut discuter le traitement d'emblée. Et puis, ce qui manque, c'est ça, c'est qu'on a quand même des facteurs de risque d'atteinte viscérale qui sont finalement pas si consensuels que ça. Donc, c'est toujours difficile de classer vos patients comme étant à risque de progresser ou pas. Voilà, le FAPI à suivre. Et puis, les thérapies cellulaires, voilà, c'est une fenêtre d'opportunité, c'est prometteur. Et je reste persuadé que la combothérapie reste chez les patients qui le méritent, bien sûr, enfin, qui le nécessitent, pardon, pas qui le méritent. Et il n'y a que comme ça qu'on les bloquera. OK, j'arrête, merci. Merci beaucoup. On a la place pour quelques questions. Marie-Élise. Merci beaucoup, Michael. C'était très complet. Un peu trop, ouais. Non, c'était très bien. Je pense qu'il y a un fil rouge un peu aussi dans ta présentation sur la temporalité, à quel moment traiter les patients. Donc, tu as parlé de la fenêtre d'opportunité des VEDOS, mais c'est vrai aussi pour la PID. Enfin, tu en as parlé à plusieurs reprises. Et moi, j'ai juste plutôt un commentaire, et tu vas voir, c'est un commentaire un peu opportuniste. Par rapport au VEDOS, moi, je pense effectivement que c'est probablement une fenêtre d'opportunité. Tu as parlé du rôle des plaquettes initialement. Et c'est vrai, tu as parlé de l'essai sur le clopidogrel dans la sclérodermie établie, qui a été arrêté en raison d'apparition d'ulcères digitaux. Et en fait, je pense que c'est important de rappeler qu'un VEDOS ou une pré-sclérodermie n'est pas encore une sclérodermie. Les papiers commencent à sortir pour montrer que ce n'est pas la même physiopathologie d'ailleurs. Et le carrefour que tu as montré est très important pour les plaquettes. Nous, on y croit beaucoup justement dans la phase très précoce. Donc, on a un essai thérapeutique en VEDOS avec un traitement par clopidogrel et en tout cas, maintenant, on est à 2 ans du début du recrutement et on n'a aucun effet secondaire avec l'apparition d'ulcération. Donc, on est très, très rassurant là-dessus. Et vraiment, c'est une population complètement différente. Donc, cette temporalité, je pense, dans la sclérodermie, elle est majeure et ce n'est pas la même que dans les autres pathologies. C'est clair. Ils n'ont pas. Et il manque 30 patients pour finir l'essai. Et donc, nous avons les gens de toute la région ici. Donc, n'hésitez pas à inclure les patients dans ce protocole site. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être au centre de la physiopathe. Donc, ils ont pas encore probablement les télangiectasies, les éventuellement problèmes digestifs. C'est vrai que les éléments digestifs, c'est toujours une balance bénéfice-risque avec l'aspirine. Exactement. D'autres questions? Juste une petite question là par rapport au TEP FAPI. Tu as une idée du coup si c'est quelque chose qui est facile à mettre en place dans les centres? Non, malheureusement, je n'ai pas trouvé j'arrive plus à parler de données fiables sur le coût, mais faut que je demande aux oncos. Ils m'avaient donné un chiffre, mais ça me paraissait bizarre. Donc, non, pas dire de conneries. C'est sûr que c'est plus cher qu'un TEP classique, mais je pense que ça va être assez. Ça va se démocratiser vu l'intérêt quand même grandi. Oui, dans plein de pathologies. Ça a l'air, les IgG4, ça doit être. Il y a plein de papiers aussi. Les FRP, etc. Il va falloir. Mais en onco, il le faut beaucoup. Très bien. D'autres questions? La digestion. Non, a priori,
C'était très clair. Je vous ai saoulé, c'est ça? Dites-le, hein. Dites-le. Postprandial, endormi. C'était super, Michael. Merci, Merci beaucoup pour cette super review.